Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode des Berceuses occultes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va se pencher sur un livre qui est pour moi bien particulier. L'influence d'un livre, le premier livre canadien-français jamais publié, de Philippe Aubert de Gaspé, le fils. Sa publication date de 1837, pile poil pendant le soulèvement des Patriotes. Donc, il va sans dire, c'est dans une période sombre du Québec et la langue française est en péril. C'est un livre curieux par ses sujets, mais surtout par sa construction même. Dans l'ensemble, c'est pas sans maladresse. C'est d'ailleurs ce qui est ressorti des critiques de l'époque. Et ça, assez durement, je trouve. Ces impairs me rappellent d'ailleurs un roman d'Edgar Allan Poe, Les aventures d'Arthur Gordon Pym, sorti un an plus tard, en 1838. Les deux livres sont vraiment différents, mais ils ont tous les deux été construits dans un style de roman feuilleton, conçu pour sortir en épisodes dans les journaux. Je vois ça un peu comme l'équivalent littéraire au serial ou au film à épisodes qui jouaient dans les salles au milieu du 20e siècle, avant l'arrivée des télévisions dans les foyers. Je pense entre autres au feuilleton de Phantom Creep avec Bela Lugosi, où chacune des épisodes se termine par un cliffhanger. Les épisodes sont courts, mais ils se doivent d'être punchés pour capter le public. On se préoccupe pas tellement de la qualité de la structure globale, donc lorsqu'on met le tout dans un ensemble, ça a un effet de vague dans le déroulement, avec des creux et des moments forts à répétition. C'est sûr que la trame narrative peut en souffrir, évidemment. Et dans le cas de l'influence d'un livre, le roman est en plus enchâssé de petits récits tirés de la culture orale, qui, malgré leur intérêt, ont quand même pour effet de briser le rythme du texte. Puis ça, ben, c'est un peu maudit, en tout cas. Donc, malgré les apparences de structure, l'influence d'un livre n'est pas sortie de façon épisodique. C'est certainement parce que, initialement, celui-ci aurait dû sortir sur cette forme-là. En tout cas, ça le laisse supposer. Il y a quand même eu des extraits qui sont parus dans les journaux, dans le Télégraphe. C'était le chapitre 3. Pour en revenir à ma comparaison avec le roman d'Edgar Allan Poe, outre la structure, si je puis dire, leurs réceptions critiques ont été marquées par une mise en évidence de leur maladresse, des bévues comme d'importants anachronismes, des personnages qui changent de nom en cours de récit. Pour l'influence d'un livre, les critiques y ont été meurtrières, à un tel point que l'auteur va tout simplement renoncer à l'écriture. C'était tellement violent qu'on serait cru sur les médias sociaux. D'ailleurs, en fouillant un peu, j'ai trouvé une critique dans Le Populaire, le journal des intérêts canadiens, qui est sorti le 11 octobre 1837. Et puis, il y avait une critique du roman, chapitre par chapitre, et c'était pas très joli. On ne verrait plus ça aujourd'hui, à mon avis. Et pourtant, dans sa préface, Philippe Aubert s'explique. Son intention est d'offrir le premier roman de mœurs canadien. Le but est clair, c'est de combler un vide, un manque. Toutefois, comme il le dit lui-même, il espère que son action en inspirera d'autres, plus habiles que lui, à enrichir la littérature québécoise. Avec le recul, je pense qu'on peut dire qu'il est arrivé à ses fins, même s'il a payé le prix fort pour y arriver. On a aujourd'hui une littérature assez riche, je pense qu'on peut en être fier, et clairement, il en a été un pionnier incontestable. Et puis, personnellement, j'aime l'influence d'un livre, comme j'aime les aventures d'Arthur Gordon Pym, pour ses maladresses, qui, à mon avis, les rendent attachants. Mais il faut dire aussi que moi, personnellement, j'aime les B-movies du genre de Miami Connection et The Room, des réalisations qui ont été faites avec passion, mais aussi avec une certaine naïveté et un flagrant manque d'expérience. Je m'excuse pour la comparaison, mais bon, il y a quelque chose de beau dans l'imperfection. Pour en revenir à notre sujet, la littérature canadienne-française existait, mais à cette époque-là, elle se limitait pas mal aux journaux. Les Canadiens français n'avaient pas de littérature publiée comme on la connaît aujourd'hui. Pourquoi ça a été aussi tardif avant de faire son apparition? C'est probablement dû en partie à la philosophie inuite et celle des Premières Nations.
qui a eu une grosse influence sur les colons français. Chez les Premières Nations, la culture orale est profondément ancrée dans le quotidien. C'est la façon principale de transmettre le savoir, et ça se fait de génération en génération par des récits qui sont empreints de valeurs et de principes. Bref, cette culture-là, la transmission directe d'un individu à l'autre, a été adoptée par les Canadiens français. Par contre, la conquête de la Nouvelle-France en 1760 par les Anglais allait changer un peu la donne. Le gouvernement devient anglais, les hauts dirigeants francophones fuient le pays pour retrouver l'Europe, et la culture canadienne-française est en péril. La religion catholique est désormais soumise à des lois vraiment sévères. Le nouveau gouvernement en place exclut les Premières Nations de toute participation au développement de l'épanouissement du pays. En gros, le but des nouveaux dirigeants est clair, et c'est l'assimilation. C'est un peu dans cette ambiance d'étranglement culturel-là que l'auteur publie son livre. Le livre se veut nationaliste par ses descriptions qui ne cachent pas son attachement pour l'époque et le territoire, avec un gros intérêt pour le folklore puis les traditions. Par contre, malgré tout, à l'époque, on lui reproche de ne pas l'être assez. Bon, évidemment, on pourrait dire que M. Robert est plus engagé par ses actes que par ses paroles. Effectivement, le livre ne fait pas de mention des conflits politiques. Il ne fait pas non plus référence au soulèvement des patriotes qui fait rage. Par contre, la publication d'un livre en pleine guerre civile motivé par les revendications des droits des francophones témoigne quand même de son engagement. Parlons un peu de l'auteur maintenant. Issu d'une famille aisée, Philippe Aubert de Gaspé est né le 8 avril 1814 à Québec. Son père était avocat, également connu plus tard comme l'un des premiers romanciers québécois. Il profite d'une bonne éducation de la part de son père, qui lui fournit tous les outils nécessaires pour affronter les exigences du séminaire de Nicolette, études qu'il termine en 1829 d'ailleurs. Tout comme son père, il est connu pour avoir eu des démêlés avec la justice, mais pour des raisons différentes. Le père pour des détournements de fonds et le fils pour diverses infractions. Il a d'ailleurs été incarcéré à plusieurs reprises entre 1838 et 1840. C'était un coquin, en tout cas. Il a eu un parcours professionnel assez mouvementé, passant de sténographe pour le Canadien, le journal, là, pas l'équipe, à correspondant parlementaire à Québec. Les années qui vont suivre la publication de son roman vont être assez difficiles. Il va connaître la pauvreté avant de mourir brusquement à l'âge de 26 ans. C'est pas la joie. Ceci étant dit, je vous entends là. Vous vous demandez probablement pourquoi je m'intéresse à un vieux livre québécois. Eh bien, parce que, vous serez peut-être surpris de l'apprendre, il s'agit d'un livre culte, d'une certaine manière. Évidemment, c'est pas un grimoire comme on a rencontré dans les épisodes précédents. Toutefois, l'intrigue tourne autour d'un homme passionné d'alchimie. On y retrouve entre autres plusieurs termes attribués à la magie noire, entourant les rituels et la pratique de l'alchimie. Entre autres, la main de gloire que j'ai déjà mentionné dans un épisode précédent. Le grimoire Le Petit Albert y figure également, un ouvrage sur lequel je compte d'ailleurs m'attarder éventuellement. On parle également de la pierre philosophale. Bref, l'ouvrage baigne dans l'occulte. Comme je l'ai déjà mentionné, le livre a des airs de roman feuilleton. On y découvre plusieurs personnages, dont certains ont des liens entre eux. Leurs intrigues sont entrecoupées de chansons et de contes folkloriques. Rien de bien étonnant qu'à la lecture, on se demande un peu où ça nous mène. Je ne vais pas faire la lecture complète de l'ouvrage. Initialement, je pensais faire les deux extraits sortis dans le journal Le Télégraphe le 14 et le 17 avril 1837. En gros, ça englobe le chapitre 3. Mais finalement, j'ai décidé d'y aller avec le chapitre 5, L'étranger. C'est un des petits récits enchâssés, inspiré de la légende canadienne de Rose la Tulipe. Il y en existe plusieurs versions, mais la plus connue est probablement celle-ci. Personnellement, c'est le segment qui m'a le plus marqué quand j'ai lu le livre pour la première fois. Ça doit faire un bon 20 ans de tout ça. Et puis, je dois avouer que le reste du livre était pas mal rendu vague dans mon esprit. Chapitre 5e, L'étranger.
C'était le mardi gras de l'année 1700 quelque chose. Je revenais à Montréal après 5 ans de séjour dans le Nord-Ouest. Il tombait une neige collante et, quoique le temps fût très calme, je songeais à camper de bonne heure. J'avais un bois d'une lieue à passer, sans habitation, et je ne connaissais pas trop le climat pour m'y engager à l'entrée de la nuit. C'est donc avec une vraie satisfaction que j'aperçus une petite maison à l'entrée de ce bois, où j'entrai demander à couvert. Il n'y avait que 3 personnes dans ce logis lorsque j'y entrai. Un vieillard d'une soixantaine d'années, sa femme et une jeune et jolie jeune fille de 17 ou 18 ans qui chaussait en bas de laine bleue dans le coin de la chambre, le dos tourné à nous. Bien entendu, en un mot, elle achevait sa toilette. Tu ferais mieux de ne pas y aller, Marguerite. Avait dit le père comme je franchissais le seuil de la porte. Il s'arrêta tout court en me voyant. En me présentant un siège, il me dit avec politesse: Donnez-vous la peine de vous asseoir, monsieur. Vous paraissez fatigué. Notre femme rince un verre. Monsieur prendra un coup. Ça le délaissera. Les habitants n'étaient pas aussi cossus dans ce temps-là qu'ils le sont aujourd'hui. Oh non! La bonne femme prit un petit verre sans pied qui servait à 2 fins, savoir à boucher la bouteille et ensuite à abreuver le monde. Puis le passa 2 fois dans le seau à boire suspendu à un crochet de bois derrière la porte. Le bonhomme me le présenta, encore tout brillant de perles de l'ancienne liqueur, que l'eau n'avait pas entièrement détachée, et dit: Prenez, monsieur. C'est de la franche eau-de-vie et de la vergeuse. On n'en boit guère de la semblable depuis que les Anglais ont pris le pays, hein? Pendant que le bonhomme me faisait des politesses, la jeune fille ajustait son fontange autour de sa coiffe de mousseline en se mirant dans le même seau qui avait servi à rincer mon verre, car les miroirs n'étaient pas communs alors chez les habitants. Sa mère la regardait en dessous avec complaisance, tandis que le bonhomme paraissait peu content. Encore une fois, Dit-il en se relevant devant la porte du poêle et en assujettissant sa pipe au charbon ardent d'érable avec son couteau plombé. tu ferais mieux de ne pas y aller, Charlotte. Puis j'étais un peu sénile parce qu'elle s'appelait pas Charlotte, elle s'appelait Marguerite un peu plus tôt dans le texte, mais en tout cas, on n'en parlera pas. Voilà comme vous êtes toujours, papa. Avec vous, on ne pourrait jamais s'amuser. Mais aussi, mon vieux, dit la femme, il n'y a pas de mal. Et puis José va venir la chercher. Tu ne voudrais pas qu'elle lui fît un tel affront. Le nom de José sembla radoucir le bonhomme. C'est vrai, Dit-il entre ses dents. mais promets-moi toujours de ne pas danser sur le mercredi des cendres. Hein? Tu sais ce qui est arrivé à Rose la Tulipe? Non, non, mon père, ne craignez pas. Tenez, voilà José. Et en effet, on avait entendu une voiture. Un gaillard, assez bien découplé, entra en sautant et en se frappant les 2 pieds l'un contre l'autre, ce qui couvrit l'entrée de la chambre d'une couche de neige d'un demi-pouce d'épaisseur. José fit le galant. Et vous auriez bien ri, vous autres, qui êtes si bien nippés, de le voir dans son accoutrement du dimanche. D'abord, un bonnet gris lui couvrait la tête, un capot d'étoffe noire dont la taille lui descendait 6 pouces plus bas que les reins, avec une ceinture de laine de plusieurs couleurs qui lui battait sur les talons. Et enfin, une paire de culottes vertes à mi-tasse, bordées de tavelles, complétait cette bizarre toilette. Je crois, Dit le bonhomme. que nous allons avoir un furieux temps. Vous feriez mieux d'enterrer le mardi gras avec nous. Que craignez-vous, père? Dit José en tournant tout à coup et en faisant claquer un beau fouet à manches rouges, dont la mise était de peau d'aiguille. Croyez-vous que ma gueule ne soit pas capable de nous traîner? Il est vrai qu'elle est déjà sortie 30 cordes d'érable de bois, mais ça ne fait que la mettre en appétit. Le bonhomme réduit enfin au silence, le galant
fit embarquer sa belle dans sa carriole, sans autre chose sur la tête qu'une coiffe de mousseline, par le temps qu'il faisait, s'enveloppa dans une couverte, car il n'y avait que les gros qui usent de robes de peau à ce temps-là. José donna un vigoureux coup de fouet à sa charmante, qui partit à petit galop. Et dans un instant, ils disparurent, Jean et Bête, dont la poudrerie. Il faut espérer qu'il leur arrivera rien de fâcheux, Dit le vieillard en chargeant de nouveau sa pipe. Mais dites-moi donc, père, ce que vous avez à craindre pour votre fille. Elle va sans doute le soir chez les gens honnêtes. Oh, monsieur, Reprit le vieillard. vous ne savez pas. C'est une vieille histoire, mais qui n'est pas moins vraie. Tenez, allons bientôt nous mettre à table et je vous conterai cela en frappant la fiole. Je tiens cette histoire de mon grand-père, ajouta le bonhomme, et je vais la conter comme il me la contait lui-même. Hein? Il y avait autrefois un nommé La Tulipe, qui avait une fille dont il était fou. En effet, c'était une jolie brune que Rose la Tulipe, mais elle était un peu scabreuse, pour ne pas dire éventée. Elle avait un amoureux nommé Gabriel Lepard, qu'elle aimait comme la prunelle de ses yeux. Cependant, quand d'autres l'accostaient, on dit qu'elle lui en faisait passer. Elle aimait beaucoup les divertissements, si bien qu'un jour de Mardi Gras, un jour comme aujourd'hui, il y avait plus d'une cinquantaine de personnes assemblées chez la Tulipe et Rose. Contre son ordinaire, quoique coquette, elle avait tenu toute la soirée fidèle compagnie à son prétendu. C'était assez naturel, il devait se marier à Pâques suivant. Il pouvait être 11 heures du soir lorsque tout à coup, au milieu du cotillon, on entendit une voiture s'arrêter devant la porte. Plusieurs personnes coururent aux fenêtres et, frappant leurs poings sur le châssis, en dégagèrent la neige collée dehors, afin de voir le nouvel arrivé, car il faisait bien mauvais. Certes, cria quelqu'un, ça a tout l'air d'être un gros. Qu'en penses-tu, Jean? Quel beau cheval noir! Comme les yeux lui flamment! On dirait, le diable m'emporte, qu'il va grimper sur la maison. Pendant ce discours, le monsieur était entré et avait demandé au maître de la maison la permission de se divertir un peu. C'est trop d'honneur nous faire, avait dit la tulipe. Dégrayez-vous, s'il vous plaît. Nous allons faire dételer votre cheval. L'étranger s'y refusa absolument, sous prétexte qu'il ne resterait qu'une demi-heure, étant très pressé. Il ôta cependant son superbe capot de chat sauvage et parut habillé en velours noir, égalonné sur tous les sens. Il garda ses gants dans sa main et demanda permission de garder aussi son casque, se plaignant de mal de tête. Monsieur prendrait bien un coup d'eau-de-vie, dit la tulipe en lui présentant un verre. L'inconnu fit une grimace infernale en l'avalant, car la tulipe, ayant manqué de bouteille, avait vidé l'eau bénite de celle qu'il tenait à la main et l'avait remplie de cette liqueur. C'était bien mal au moins. Il était beau, cet étranger, si ce n'était qu'il était brun et avait quelque chose de sournois dans les yeux. Il s'avança vers Rose, lui prit les deux mains et lui dit « J'espère, ma belle demoiselle, que vous serez à moi ce soir et que nous danserons toujours ensemble. » Certainement, dit Rose à demi-voix, et en jetant un coup d'œil timide sur le pauvre lépard, qui se mordit les lèvres à en faire sortir le sang. L'inconnu n'abandonna pas Rose du reste de la soirée, en sorte que le pauvre Gabriel, renfrogné dans son coin, ne paraissait pas manger son avoine de trop bon appétit. Dans un petit cabinet qui donnait sur la chambre de bal était une vieille et sainte femme qui, assise sur un coffre au pied du lit, priait avec ferveur. D'une main, elle tenait un chapelet, et de l'autre, se frappait fréquemment la poitrine. Elle s'arrêta tout d'un coup et fit signe à Rose qu'elle voulait lui parler. Écoute, ma fille, lui dit-elle, c'est bien mal à toi d'abandonner le bon Gabriel, ton fiancé, pour ce monsieur.
il y a quelque chose qui ne va pas bien, car à chaque fois que je prononce les saints noms de Jésus et de Marie, il jette sur moi des regards de fureur. Vois comme il vient de nous regarder avec des yeux enflammés de colère. Allons, ta tante, dit Rose, roulez votre chapelet et laissez les gens du monde s'amuser. Que vous dit cette vieille radoteuse? Dit l'étranger. Vous savez que les anciens prêchent toujours les jeunes, déclara Rose. Minuit sonna, et le maître du logis voulut faire cesser la danse, observant qu'il était peu convenable de danser sur le mercredi des cendres. Encore une petite danse, déclara l'étranger. Oh oui, mon cher père, dit Rose. Et la danse continua. Vous m'avez promis, belle Rose, dit l'inconnu, d'être à moi toute la veillée. Pourquoi ne seriez-vous pas à moi pour toujours? Finissez donc, monsieur. Ce n'est pas bien à vous de vous moquer d'une pauvre fille d'habitant comme moi, répliqua Rose. Je vous jure, dit l'étranger, que rien n'est plus sérieux que ce que je vous propose. Dites oui, seulement, et rien ne pourra nous séparer à l'avenir. Mais monsieur, et elle jeta un coup d'œil sur le malheureux Lépard. J'attends, dit l'étranger d'un air hautain. Vous aimez ce Gabriel? Ainsi, n'en parlons plus. Je l'aime. Je l'ai aimé. Mais tenez-vous autres, gros messieurs. Vous êtes si enjôleurs de filles que je puis m'y fier. Quoi? Vous me croiriez capable de vous tromper, s'écria l'inconnu. Je vous jure par ce que j'ai de plus sacré. Oh non, ne jurez pas. Je vous crois, dit la pauvre fille. Mais mon père n'y consentira peut-être pas. Votre père, dit l'étranger avec un sourire amer, dites que vous êtes avec moi, et je me charge du reste. Eh bien, oui, répondit-elle. Donnez-moi votre main, dit-il, comme sceau de votre promesse. L'infortunée Rose lui présenta la main, qu'elle retira aussitôt en poussant un cri de douleur, car elle s'était fait piquer. Elle devint pâle comme une morte, et, prétendant un mal subit, elle abandonna la danse. Deux jeunes marchands de chevaux rentrèrent à cet instant, d'un air effaré, et prenant la tulipe à part, ils lui dirent: Nous venons de dehors examiner le cheval de ce monsieur. Croiriez-vous que toute la neige autour de lui est fondue, et que ses pieds portent sur la terre? La tulipe vérifia ce rapport et parut d'autant plus saisie d'épouvante qu'ayant remarqué tout à coup la pâleur de sa fille, il avait obtenu d'elle un demi-aveu de ce qui venait de se passer. La consternation se répandit bien vite dans le bal. On chuchotait, et les prières seules de la tulipe empêchaient les convives de se retirer. L'étranger paraissait indifférent à tout ce qui se passait autour de lui, continuait ses galanteries auprès de Rose et lui disait en riant, et tout en lui présentant un superbe collier de perles et d'or: ôtez votre collier de verre, belle Rose, et acceptez, pour l'amour de moi, ce collier de vraies perles. Or, à ce collier de verre pendait une petite croix, et la pauvre fille refusa de l'ôter. Cependant, une autre scène se passait au presbytère de la paroisse, où le vieux curé, agenouillé depuis 9 heures du soir, ne cessait d'invoquer Dieu, le priant de pardonner les péchés que commettaient les paroissiens dans cette nuit de désordre, le mardi gras. Le saint vieillard s'était endormi en priant avec ferveur. Il était enseveli depuis 1 heure dans un profond sommeil lorsque, s'éveillant tout à coup, il courut à son domestique en lui criant: Ambroise, mon cher Ambroise, lève-toi et attelle vite ma jument. Je te ferai présent d'1 mois, de 2 mois, de 6 mois de gage. Qu'y a-t-il? Cria Ambroise, qui connaissait le zèle du charitable curé. Y a-t-il quelqu'un en danger de mort? En danger de mort, répéta le curé. Plus que cela, mon cher Ambroise, un âme en danger, de son salut éternel. Attelle, attelle-te promptement. Au bout de 5 minutes, le curé était sur le chemin qui conduisait à la demeure de la tulipe, et, malgré le temps affreux qu'il faisait,
avançait avec une rapidité incroyable. C'était, voyez-vous, Sainte-Rose qui aplanissait la route. Il était temps que le curé arrivât. L'inconnu, en tirant sur le fil du collier, l'avait rompu et se préparait à saisir la pauvre Rose. Lorsque le curé, prompt comme l'éclair, l'avait pris de vitesse, en passant son étole autour du col de la jeune fille, et, en l'approchant de sa poitrine où il avait reçu Dieu le matin, s'écria d'une voix tonnante: Que fais-tu ici, malheureux, parmi les chrétiens? Les assistants étaient tombés à genoux à ce terrible spectacle et sanglotaient en voyant leur vénérable pasteur, qui leur avait toujours paru si timide et si faible, et maintenant si fort et si courageux, face à face avec l'ennemi de Dieu et des hommes. Je ne reconnais pas pour chrétiens, répliqua Lucifer en roulant des yeux ensanglantés, ceux qui, par mépris de votre religion, pensent à danser, à boire et à se divertir des jours consacrés à la pénitence, par des préceptes maudits. D'ailleurs, cette jeune fille s'en est donnée à moi, et le sang qui coule dans sa main est le sceau qui me l'attache pour toujours. Retire-toi, Satan, s'écria le curé, en lui frappant le visage de son étoffe et en prononçant des mots latins que personne ne put comprendre. Le diable disparut aussitôt dans un bruit épouvantable et en laissant une odeur de soufre qui pensa suffoquer l'assemblée. Le bon curé s'agenouilla alors, prononça une fervente prière en tenant toujours la malheureuse Rose, qui avait perdu connaissance sur son sein. Et tous y répondirent par de nouveaux soupirs et par des gémissements. Où est-il? Où est-il? S'écria la pauvre fille, en recouvrant l'usage de ses sens. Il est disparu, s'écria-t-on de toutes parts. Ô mon père, ne m'abandonnez pas, s'écria Rose, en se traînant aux pieds de son vénérable pasteur. Amenez-moi avec vous. Vous seul pouvez me protéger. Je me suis donné à lui. Je crains toujours qu'il ne revienne. Un couvent, un couvent. Pauvre brebis égarée et maintenant repentante, lui dit le vénérable pasteur. Venez chez moi, je veillerai sur vous. Je vous entourerai de saintes reliques, et si votre vocation est sincère, comme je n'en doute pas après cette terrible épreuve, vous renoncerez à ce monde qui vous a été funeste. 5 ans après, la cloche du couvent avait annoncé que depuis 2 jours, une religieuse de 3 ans de profession seulement avait rejoint son époux céleste, et une foule de curieux s'était réunie dans l'église du grand matin pour assister à ses funérailles, tandis que chacun assistait à cette cérémonie lugubre avec la légèreté des gens du monde. 3 personnes paraissaient navrées de douleur. Un vieux prêtre, agenouillé dans le sanctuaire, priait avec ferveur. Un vieillard, dans le nef, déplorait en sanglotant la mort d'une fille unique. Et un jeune homme, en habit de deuil, faisait ses derniers adieux à celle qui fut autrefois sa fiancée, la malheureuse Rose la Tulipe. Et c'est ce qui nous amène à la fin de l'extrait. J'ai fait quelques petites modifications au texte pour simplifier la compréhension, mais je vous rassure, ce n'était que quelques mots. Ça donne pas une excellente idée de l'essence du livre en termes d'intrigue, mais je trouvais que c'était un extrait qui était particulièrement intéressant. Sinon, l'intrigue principale suit les aventures d'un personnage qui s'appelle Charles Amand, qui tente par tous les moyens occultes de parvenir à obtenir la richesse, mais que dans les faits, il gâche pas mal sa vie. Il existe bien entendu plusieurs éditions du texte disponibles. Il y a entre autres aux éditions Boréal Compact Classique. En gros, c'est une maison d'édition qui présente des rééditions de textes significatifs, des romans, des nouvelles, de la poésie, du théâtre et des essais ou de la documentation. Personnellement, mon édition préférée est aux éditions CEC. C'est dans la collection Grand Texte et c'est sous la direction de Céline Terrien. Et puis le livre est accompagné d'une belle documentation que je me suis servi d'ailleurs un petit peu pour faire ma recherche de podcast.
C'est une super belle édition qui nous met en contexte avant de nous offrir le texte avec tout plein d'annotations qui simplifient la lecture. En tout cas, je vous conseille cette version-là, je l'adore. Et puis finalement, rien ne vous empêche d'aller faire un petit tour aux Archives nationales, sur le site Internet entre autres, où vous allez pouvoir trouver tout plein d'archives de journaux et des mentions au livre ou à l'auteur. Et c'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui. Je vous invite à aller visiter la page Instagram ainsi que de, pourquoi pas, vous abonner à la chaîne YouTube ou encore, si vous êtes motivé, d'aller sur le Patreon. Merci et à la prochaine.